Bienvenue sur 20 minutes 12 pour l'élection présidentielle 2012. Notre invité, c'est Hervé Morin et toujours avec Jean-Marie Colombani, Slate.fr, Lina, Dailymotion et l'Express.fr. Alors on va commencer tout de suite, Hervé Morin, par vous découvrir par le web. Et sur le web, c'est le portrait de Mathieu Deprayec. Alors la cuisine. Faire le web portrait d'Hervé Morin. Quelle galère avec un nom pareil. Alors Morin, des jouets pour chat, non. Des chocolats, non plus. Morin Edgar, c'est pas lui. Morin Christian, non plus. Essayons avec Hervé. Ah, voilà, Hervé Morin. Ah non, encore raté. En fait, le meilleur moyen de trouver Hervé Morin, c'est encore de se rendre dans sa cuisine. Je suis heureux de vous souhaiter la bonne année chez moi et probablement dans le lieu que j'aime le plus dans mon appartement, c'est-à-dire ma cuisine. Hervé Morin aime beaucoup sa cuisine, au point d'y donner des interviews. Sa cuisine et plus généralement la cuisine. Le poisson, c'est qu'une seule chose, c'est une question de respect. En revanche, Michael Jackson, c'est pas son truc. Cette déclaration a fait tellement de bruit qu'elle a associé l'adjectif dégénéré à son nom dans la mémoire de l'internet français. Il aurait certainement préféré le mot candidat. Qu'il se rassure, c'est en bonne voie. Ne manque plus qu'à construire le site pour 2012. En tout cas, sur Twitter, il occupe le terrain en s'exprimant tous les jours sans se contenter de donner son agenda. Ce sont près de 7300 fans qui sont ravis, notamment grâce à l'opération Une photo par jour. Le 19 octobre, il se montrait ainsi jouant au solitaire. Pas le meilleur jeu quand on cherche des soutiens à sa candidature. Pour 2012, on lui souhaite en tout cas... Bon appétit, bien sûr. Alors Hervé Morin, est-ce qu'il y a deux regrets? Le regret de la cuisine et le regret peut-être du jugement lapidaire sur Michael Jackson? Le jugement lapidaire, c'est en dehors d'une émission. L'émission est finie. D'ailleurs, le journaliste d'à côté a exactement les mêmes mots que moi, mais ça n'a pas été repris, mais c'est pas grave. Voilà, on me dit, tiens, on a oublié de parler de Michael Jackson, et voilà, après 1 heure d'émission, c'est le moment de relâchement, vous choisissez pas vos mots. Voilà, je le regrette, bien entendu. Et ça voulait dire quoi, dégénérer? C'était pour moi simplement l'idée d'exprimer que l'homme me donnait un malaise qui m'empêchait de pouvoir apprécier sa musique autant que son talent m'aurait dû amener à le faire. Ça fait peur de voir que sur Internet, un mot comme ça, lâché un peu off the record, flambe et colle au basque après. Pour tout vous raconter, j'ai passé un week-end affreux parce que j'ai eu une espèce de flambée sur le net à travers cette expression-là, prise après une émission. Je ne me rends absolument pas compte du phénomène mondial que représente la mort de Michael Jackson et je découvre alors que dans la France entière, des dizaines, des centaines de milliers de jeunes sont réunis pour sa mémoire, sont ensemble et je me dis j'ai choqué des tas de gens bêtement. Voilà. Mais en dehors de ça, vous avez bien conscience qu'aujourd'hui, il n'y a plus de moment de liberté du tout à partir du moment où vous êtes dans le jeu politique et que vous aspirez à être encore plus dans le jeu politique dans les semaines et les mois qui viennent. Il n'y a plus de moment de liberté. Comment vous réagissez à cette sorte de surveillance globale qui est au fond ce qu'aime l'opinion en même temps? Je pense qu'elle amène à avoir des hommes politiques qui sont sous contrôle absolu et permanent. Alors probablement, c'est plus de transparence, donc plus de démocratie. Il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Mais très franchement, ça devient quelque chose de très, très prégnant. Moi, je l'ai vraiment vécu quand j'étais ministre de la Défense. Quand j'étais ministre de la Défense, ayant en tête qu'en permanence, 10 à 15 000 hommes sont sur des théâtres d'opérations extérieures, vous avez à la fois, bien entendu, dans vos interviews, mais aussi en dehors, dans votre vie quotidienne, l'idée qu'on pourrait capter quelque chose qui amènerait à provoquer un scandale quelconque, un incident quelconque, et que cet incident aurait des conséquences sur nos troupes à l'étranger. Par exemple, vous avez un mot malheureux concernant la zone du Proche-Orient ou du Liban, etc. Et quelques jours après, vous avez des forces françaises qui, au sein de la FINUL, se retrouvent en difficulté. Et donc, ça vous met dans une espèce de chape qui est parfois insupportable. Et en même temps, est-ce que ça ne condamne pas une certaine forme de communication politique qui était sympathique? La cuisine, c'est sympathique, mais c'est une forme de communication classique et totalement désuète aujourd'hui, parce que les gens s'interrogent sur, au fond, la crise, la gravité du moment. Oui. Que fait-il pour se préparer? Mettons-nous dans la situation de ce clip. Il y a un exercice obligé pour tout
président d'un parti politique, que sont les vœux du 31 décembre à vos militants. En général, on se met devant une bibliothèque, c'est compassé, ça n'a aucun intérêt, ça n'est regardé par personne. Je venais en effet de faire une émission sur des recettes de cuisine parce que votre collègue du matin de Canal+ avait découvert que j'avais cette passion-là qui est la cuisine. Elle me dit, faites cette émission. Un collaborateur me dit, tenez, pour changer un peu, on pourrait faire ça. Bingo, quand même. Bingo, oui, mais sauf que c'est pas bien fait. Entre nous, c'est pas bien fait parce qu'en fait le texte, j'y réfléchis l'espace d'une heure avant de faire l'émission, avant de faire ce clip. Et on est à 23 décembre, je vais partir en vacances. Je n'imagine pas un seul instant qu'on va avoir un tel buzz. C'est pas bien fait parce qu'il y a des tas de détails quand on regarde le clip qui sont pas bons. Bon, bien sûr que les Français vous demandent de prendre en compte les grands problèmes, voir comment vous préparez, à quoi vous réfléchissez, ce que vous lisez, quelles sont les réunions que vous pouvez effectuer, quels sont les intellectuels, les experts que vous mettez autour d'une table, bien sûr. Et en même temps, ils ont envie de savoir à qui ils ont affaire. Et j'observe, pour finir, Jean-Marie Colombani, que ça n'a pas forcément porté malheur à tout le monde, puisque ce que je ne savais pas, c'est que Cameron, l'année d'avant son élection, a fait des vœux dans sa cuisine aussi, où paraît-il même, il y avait le linge qui pendait derrière lui. Alors on verra pour 2012. On va regarder maintenant une interview d'Hervé Morin qui a plus de 10 ans et qui aurait pu être tournée hier. Pourquoi l'euro souffre ? C'est que une monnaie, c'est deux choses. C'est une institution centrale, une banque centrale indépendante, on l'a, et c'est un pouvoir politique. Il y a deux jambes pour une monnaie forte. Or, nous n'avons qu'une seule jambe. Nous avons la banque centrale, mais en revanche, nous n'avons pas de pouvoir politique. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une faiblesse de la monnaie, on a alors une espèce de cacophonie générale, puisqu'il n'y a aucun pouvoir politique en Europe. Est-ce que les Grecs ont le droit de poser un référendum, de décider par référendum du plan de sauvetage qui leur est proposé par l'Europe? J'ai dit tout à l'heure à vos collègues qu'il y avait des référendums, alors c'est assez brutal, il y avait des référendums responsables et il y avait des référendums lâches. Lorsqu'on est à un sommet européen, qu'on connaît la situation et les risques d'implosion de la zone euro, de crise en Europe majeure, qu'on accepte un plan de sauvetage, 4 jours après, on ne vient pas devant le peuple grec pour leur dire on va soumettre ce plan-là à référendum. Il y a des référendums qui ont un sens. Le référendum qui consisterait à dire nous avons besoin d'une Europe fédérale, d'une intégration politique, d'un budget européen, d'une harmonisation fiscale, d'une convergence sociale, de la capacité pour l'Europe de mener une politique industrielle, bref, d'aller vers un fédéralisme économique et donc de proposer au peuple européen, au sens large, non seulement à la Grèce, mais à tous les pays européens. Tout le monde, le même jour, on vote. Ça a un sens. Proposer un référendum sur la résolution d'une crise, ou tout du moins sur des recettes sur lesquelles on peut discuter, référendum dont on sait qu'a priori, il est à peu près sûr d'échouer avant même de l'avoir posé, très franchement, je pense qu'on ne peut pas mettre la construction européenne en otage comme le fait M. Papandréou. Quand vous avez des responsabilités politiques, c'est pour les exercer. Ça n'est pas pour vous défausser à travers un référendum. Que les Grecs aient perdu une partie de leur indépendance, c'est une évidence, mais nous aussi. Nous aussi, vous verrez Jean-Marie Colombani, nous aurons la première élection présidentielle, et vous vous souviendrez de moi dans quelques mois, vous aurez la première élection présidentielle où celui qui sera donné vainqueur par les sondages à quelques semaines sera sous le regard attentif des marchés, c'est-à-dire de ceux qui nous permettent de finir nos fins de mois. C'est-à-dire que la campagne ne va servir à rien. En clair, lorsque l'un des considérés comme étant ceux qui seront au second tour, annoncera des dépenses nouvelles, des réductions de fiscalité, bref, tout ce qui peut amener soit à la perte de compétitivité du pays, soit à des dépenses publiques et donc à un déficit croissant, eh bien vous verrez, les marchés immédiatement rappelleront au peuple français qu'à partir du mois d'août chaque année, ce sont nos prêteurs qui nous permettent de finir nos fins de mois. Donc la question de l'indépendance, elle se pose pour nous tous, ou presque. Alors elle se pose encore plus pour les Grecs. Mais tout ça, ça date pas d'hier ni d'avant-hier. L'argent des Chinois peut nous servir justement à mieux équilibrer Amérique et Chine? L'argent des Chinois est déjà
est déjà là. De mémoire, je crois que c'est 400 ou 500 milliards d'euros que les Chinois détiennent, voilà, et notamment pour financer une partie de la dette allemande. Très bien. Bon. Donc, que les pays émergents participent déjà au financement de la dette européenne, c'est déjà le cas. Donc, ne nous racontons pas d'histoire. Est-ce qu'on avait besoin, pour autant, de le dire? Je pense que c'est pas utile. D'autant plus que nous avons face aux Chinois deux questions qui restent entières. C'est l'accès à leur marché, une règle de réciprocité. Moi, je trouve que l'idée du protectionnisme, c'est stupide, c'est idiot. En revanche, l'obligation de réciprocité, ça a un sens. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un autre sujet avec les Chinois qui est un sujet central, c'est le dumping monétaire auquel ils se livrent. Alors, quand on commence à leur parler ainsi, à leur dire, voilà, vous seriez les bienvenus pour financer la dette européenne, ça ne nous aide pas sur ces débats-là. Alors la question, surprise de l'invité qui n'est pas moins, elle n'est pas de votre bord, mais pas loin. Hervé Morin, bonjour. Pendant 5 années, vous avez, vous et vos amis, exercé avec nous, avec l'UMP, avec le président de la République, le pouvoir. Vous avez pu mener un certain nombre de vos projets. Je voudrais savoir, à votre avis, votre plateforme d'idées, votre plateforme électorale, est-ce qu'elle n'aurait pas plus de chances d'arriver à exécution en étant à l'intérieur du programme de l'UMP élargi à la majorité présidentielle, plutôt que d'être proposé à l'issue d'un éventuel premier tour où vous présenteriez et où vous ne rassembleriez pas forcément énormément de suffrages? C'est le bon sens, non? Vaut mieux être puissant dedans qu'isolé dehors. Oui, on a vu ça avec les centristes au sein de l'UMP qui ont tellement été dissous qu'on ne les entend plus. Mais Valérie Rousseau-Debord oublie une règle simple qui existe dans toutes les démocraties européennes. Il y a des alliances, il y a des contrats de gouvernement, ou des formations politiques qui ont eu des plateformes politiques différentes mais ayant des éléments communs se sont présentées devant les électeurs. Puis au soir du premier tour ou au soir des élections, ces partis politiques décident de former des contrats de gouvernement et un accord de gouvernement. Ma démarche, c'est celle-là. Je sais où je suis politiquement, mais en même temps, je veux dire aux Français et à celles et ceux qui seront appelés à voter pour moi, eh bien, certaines de ces propositions, c'est mon engagement, certaines de mes propositions et des propositions que vous aurez soutenues seront dans un accord de gouvernement avec celui qui sera au second tour. En clair, il n'y a pas de soutien automatique et de ralliement des hommes, il y a un soutien conditionné à un accord sur un certain nombre de propositions que je pourrais, bien entendu, vous livrer si le temps m'était permis. Je ne sais pas si on aura le temps, mais est-ce que Valérie Rousseau-Debord n'a pas déjà raison? Parce que vous vous situez déjà dans le groupe de la droite, dans le camp du président de la République, objectivement. Et est-ce que ce que vous décrivez comme devant se produire entre les deux tours, la situation ne va pas vous amener à le faire avant même le premier tour? Jean-Marie Colombani, qui connaissait Nick Clegg 6 mois avant l'élection britannique? Pas le même mode de scrutin, proportionnel, des législatives, majoritaire et nominal, mais les législatives. Qui connaissait, qui pouvait imaginer que le FDP allait faire 12 à 15 douzaines de pourcents aux dernières élections législatives? Je veux dire, moi, je conteste l'idée que dès lors que vous avez fait partie d'un gouvernement, vous n'avez plus le droit de présenter une plateforme politique. Non, mais vous avez dit vous-même que vous vous situiez à l'intérieur de ceux qui cherchent la réélection de Nicolas Sarkozy. Je ne cherche pas la réélection, je cherche à être au second tour. Mais honnêtement, quand on est crédité de 1 ou de 2% dans les sondages, le dire aujourd'hui, bon, voilà, ça pourrait prêter à rire. Donc je ne le dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un certain nombre de propositions auxquelles je tiens. Je pense, par exemple, qu'on a besoin d'une autre démocratie. Je pense, par exemple, que nous avons besoin de bâtir une république irréprochable avec un certain nombre d'engagements extrêmement précis. Je pense, par exemple, que si on veut restaurer la performance de l'économie française, il faut faire en sorte qu'on transfère une partie du financement de la protection sociale sur des impôts sur la consommation, c'est-à-dire sur la TVA. Je pense, par exemple, pour augmenter les salaires, il faut réduire massivement les charges sociales. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels j'ai envie d'être entendu et que ce soit inscrit dans un programme. Vous serez aussi l'apôtre d'un redressement brutal, puissant des finances publiques? Je suis pour l'idée qu'à un moment donné, il faudra dire aux Français que le redressement de la dépense des comptes publics, ça passe pas simplement par l'impôt, ça ne passe pas simplement par la réduction de la dépense, mais par un effort collectif. C'est-à-dire? L'effort collectif, c'est de dire, au lendemain d'une présidentielle, à la fois on construit une base
on reconstruit notre base productive, on refait de la France un pays d'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Comment on construit une politique économique et fiscale qui favorise le PME, l'emploi et la richesse? Qu'est-ce qu'on fait pour remettre le système éducatif en place? Et quel effort collectif les Français sont prêts à faire pour redresser les comptes? Parce qu'il y a une troisième solution. Il y a au-delà de l'effort qui doit porter sur la dépense, plus important à mon sens que sur l'impôt. L'effort sur l'impôt, peut y avoir l'effort collectif d'un pays qui décide de travailler plus. Est-ce que par exemple, on ne va pas dire aux Français, voilà, au lieu de 35 heures, et au lieu de payer des impôts, on va bosser 37 ou 38 heures. Pour le même salaire. Pour le même salaire. Est-ce que vous, enseignants face à un système éducatif dont on voit bien qu'on ne pourra pas mettre des dizaines de milliards, vous n'êtes pas prêts à bosser 2 heures de plus? Alors ces Français que vous allez rencontrer dans votre campagne, ben, on leur a demandé qui vous étiez pour eux. Est-ce qu'ils vous connaissent? Pas vraiment. Ça, je peux vous le dire. Bonjour, petite question, est-ce que vous reconnaissez cet homme-là? Absolument pas. Aucune idée de qui c'est? Aucune idée de qui c'est. Je l'ai vu dans sa cuisine, j'ai vu une vidéo de lui dans sa cuisine, donc j'aime bien sa cuisine. Cet homme-là, s'il me dit quelque chose... Non, sur le coup, non. Écoutez, vaguement Jean-Pierre Chevènement, mais... Est-ce que vous connaissez cet homme-là? Non, pas du tout. C'est un ministre, je crois. Qui s'appelle? Voilà, son nom, je pourrais pas vous dire. Il suffit qu'on me demande pour que j'ai un trou de mémoire. Morin, mais je sais même plus son prénom. Oui, c'est Hervé Morin. C'est qui? Il fait quoi? Hervé Morin, je sais pas. À l'époque, il était ministre de la Défense, je crois. Aujourd'hui, je sais plus. De quel parti il est? D'extrême gauche, ou l'union de la... Pas l'union de la gauche, mais un truc pas tout à fait... Gauche. Est-ce que vous reconnaissez cet homme-là? Oui, Manuel Valls. Il est de quel parti? Il est moitié-moitié, lui. Il est centriste. Centriste Alors c'est très compliqué le centre. Nouveau centre, je crois. Non, en fait, il est... Oui, c'est ça. Il me semble qu'il n'est pas premier dans le parti, je crois que c'est le deuxième, parce qu'il me semble que le premier c'est Sauvadet. Il cherche à faire de l'ombre à Bayrou, il cherche à faire de l'ombre à Sarkozy. Il se dit du centre, mais c'est un mec de droite, quoi. Pour moi, il n'y a pas de parti du centre, c'est des gens de droite. Il va éventuellement être candidat aux prochaines élections présidentielles. Il a un visage sympathique au demeurant, mais ça suffit pas. Alors, visage sympathique, mais comment on se fait connaître? On fait un coup? Qu'est-ce qu'on fait? On lance sa candidature de manière spectaculaire quand? Bah écoutez, ça avant Noël à coup sûr. Disons dans les semaines qui viennent, avec un petit S. Vous savez, moi j'ai vécu 2 présidentielles et j'en ai vécu une, notamment la première qui était celle de 2002 où ce radio-trottoir, vous auriez pu mettre François Bayrou, c'était à peu près la même chose. Avec une vraie question d'identification, de connaissance de l'homme, et la campagne s'est faite pour ça. Voilà. En même temps, est-ce que, encore une fois, on est dans une situation de crise, dans une situation où l'opinion appelle des solutions et à ne pas se disperser? Donc est-ce que tout cela ne va pas être, au fond, en effet, une opération de notoriété, une opération où vous allez pouvoir faire valoir vos propositions vis-à-vis d'eux, mais où en même temps ça n'aura qu'un temps assez bref et que ça vous interdira d'aller jusqu'au bout? J'admets l'idée que la situation devienne tellement grave qu'à un moment on puisse dire, voilà, qu'on regarde les choses. Mais très franchement, j'estime qu'on n'en est pas du tout là. Je pense qu'au contraire, la crise impose des solutions politiques et une offre politique. Quel est celui qui défend l'idée d'une Europe fédérale depuis des années? Il y en a 2 sur la scène politique, c'est Bayrou et moi. Il y a une place pour cette idée, non? François Bayrou sera là aussi. Oui, d'accord, mais sauf que François Bayrou, pour moi, il sera dans un accord avec le PS au soir du premier tour. Ou avec l'UMP. Oui, ben ça, je suis prêt à parier avec vous. François Bayrou a un intérêt politique, il amène à un accord avec le PS. C'est que il ne peut refaire un groupe parlementaire repeser dans l'Assemblée nationale que si il le fait avec un parti politique qui a peu de députés aujourd'hui. Avec un parti politique qui a 320 députés et aucune circonscription à offrir, c'est impossible à faire. Et puis par ailleurs, je connais trop l'homme et j'ai trop discuté avec lui pour ne pas pressentir son choix. Mais rendez-vous après le premier tour. Et si vous me dites, vous Morin, quel est le sens de votre candidature qui peut être amené à faire moins de 10? Mais vous le dites alors pour tout le monde.
C'est-à-dire que globalement, vous considérez que l'offre politique, elle se résume à Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy non, et je dis François simplement Hollande. que la logique du premier tour habituel, qui est une sorte de vaste primaire généralisée, de proportionnelle C'est la totale, seule proportionnelle. est-ce que cette logique-là n'est pas aujourd'hui condamnée d'une certaine façon par ce qui se passe, tout simplement? Et est-ce qu'on ne va pas avoir obligatoirement un resserrement autour d'un vote utile généralisé? Vote utile centriste Bayrou, vote utile extrême droite, évidemment, et ensuite Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et alors donc, et vous, du côté de et Nicolas donc Sarkozy. Mélenchon, les Verts, tout cela n'ont pas le droit de s'exprimer. Si, ils ont le droit, vous avez le droit aussi, mais ils ne pèseront pas. Mais moi, je pense qu'avec 5%, 6%, 7%, on peut être garant et gardien d'un certain nombre de propositions politiques. J'ai évoqué cette république à laquelle je tiens, et à une démocratie plus exemplaire, à un exercice du pouvoir plus sobre, parce que contrôlé par un législatif plus fort qui n'est pas détenu dans les mains d'un seul parti politique. Je pense à la question du pouvoir d'achat qui passe par une baisse massive des cotisations sociales, par une politique du logement qui fait une large place au logement social. Voilà des sujets sur lesquels j'ai envie de porter un message pour qu'il puisse être entendu. On arrive au bout, Hervé Morin. 2 questions, oui, non. Oui. Les 500 signatures, vous êtes sûr de les avoir? Oui. Vos déclarations de candidature, ça sera dans votre cuisine? Non. Merci Hervé Morin, c'était 20 minutes 12, merci Jean-Marie, à bientôt.